Alors, moi, je m'appelle Lauriane Buffet et je suis là pour vous présenter ma conférence « Au secours, l'accessibilité s'invite dans mes projets web ». Ça va bien se passer. Alors, pour me présenter vraiment très rapidement, moi, je suis consultante en accessibilité web et développeuse de sites web accessibles au sein de Copsae, qui est une structure que j'ai cofondée l'année dernière avec Julie Moina et au sein de laquelle on propose des prestations d'accessibilité. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais me faire quelques petits rappels, parce que ça ne fait jamais de mal. Donc, tout d'abord, sur l'accessibilité web, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? On a les chiffres d'une enquête qui a été réalisée en 2022 par WebAIM. Sur 1 million de sites analysés, on a 96,8% des pages d'accueil qui présentaient des erreurs de conformité aux règles d'accessibilité. Alors, il s'agissait d'erreurs détectées automatiquement, principalement des erreurs de contraste, des labels manquants sur des formulaires, des boutons ou des liens vides. Donc, autant d'erreurs qui sont de véritables défauts d'accessibilité au web pour les personnes handicapées. Alors, c'est sûr que quand on voit ce chiffre de 96,8%, on se dit que c'est loin d'être gagné. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'accessibilité, c'est un sujet auquel les gens s'intéressent de plus en plus. De plus en plus de développeuses et de développeurs en ont entendu parler et on a de plus en plus de projets qui intègrent l'accessibilité. On a beaucoup d'organismes qui sont soumis à l'obligation légale et qui intègrent l'accessibilité. En parlant d'obligation légale, là encore, je vais faire un petit rappel très rapide. En France, l'obligation légale d'accessibilité est fixée par l'article 47 de la loi Handicap 2502 et son décret d'application de 2019. Donc, ces textes définissent quels sont les organismes qui sont concernés par l'obligation légale, quels sont les services numériques concernés, quelles sont les actions à mener, les informations à afficher sur un site et bien sûr les sanctions en cas de non-respect de l'obligation légale. Pour s'assurer de la conformité aux règles d'accessibilité, on s'appuie sur le RGA, donc qui est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, et il est lui-même basé sur la norme internationale WCAG, donc les Web Content Accessibility Guidelines. Donc en fait, le RGA, finalement, c'est une méthodologie qui va nous permettre de vérifier que les critères d'accessibilité sont bien valides ou non. Donc RGA et WCAG, retenez bien, je vais en parler assez régulièrement dans cette conférence. Alors, du coup, vous décidez de vous lancer dans une démarche d'accessibilité, dans une démarche d'apprentissage. Est-ce que c'est si compliqué que ça en a l'air? En général, quand on commence à regarder un petit peu, à chercher des informations sur le web, on a deux réactions. La première, on peut se dire « c'est facile ». Il y a vraiment des gens qui se disent ça. Pourquoi on se dit ça? Alors moi, j'ai fait une petite recherche sur Google, toute simple, « rendre son site web accessible ». Et j'ai regardé les résultats qui sortaient. Et donc, il y a eu énormément d'articles, de pages web, de ce type, donc, que je vais vous lire. 5 façons de rendre son site web accessible à tous. Nos 7 conseils pour rendre votre site le plus accessible possible. 8 manières de rendre son site web accessible aux personnes handicapées. Donc, ça n'a pas l'air très compliqué, en effet. Je me suis permis aussi de prendre un extrait d'un de ces articles. La bonne nouvelle, c'est qu'il vous suffit d'apporter quelques petits changements à votre site web pour le rendre plus accessible. Bon, du coup, effectivement, ça a l'air vraiment simple. En général, dans ces articles, parmi les conseils qui sont les plus donnés, on retrouve ajouter un texte alternatif aux images, avoir un ratio de contraste de couleurs suffisant, utiliser des titres pour structurer le contenu, tester son site avec des outils de test automatiques. Et donc, quand vous faites tout ça,
Bon, déjà, il faut le faire bien, c'est pas gagné. Et ensuite, quand vous faites tout ça, c'est quand même loin d'être suffisant. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place pour vraiment avoir un site le plus accessible possible. Autre réaction qui peut arriver aussi, on se dit que c'est facile, mais on peut aussi se décourager. Pourquoi? Parce que quand on va commencer à chercher des informations sur l'accessibilité, on va aller voir du côté de la documentation officielle, donc le RGA et les WCAG, et ce n'est pas une documentation qui est vraiment facile à appréhender. Pourquoi? On va regarder les WCAG, par exemple. Donc déjà, les WCAG, c'est un document en anglais. Bon, il faut parler anglais, du coup, pour comprendre et lire ce qui est marqué. C'est un document qui est très long, parce qu'il y a énormément de cas de figure qui sont présentés, il y a beaucoup de liens, donc c'est facile de se perdre de page en page. Je vous ai mis en lien un exemple avec le critère de succès 1.1.1. Et du coup, pour vous montrer, ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est quand même une page donc tout en anglais, assez longue. Là, on a beaucoup d'exemples qui sont donnés. Voilà, là, il y a une dizaine d'exemples. Toutes les techniques qui sont associées avec à chaque fois des liens pour montrer de quoi il s'agit. Et ça continue pendant un petit moment. Donc forcément, quand on arrive sur ce genre de page, on n'est pas très enjoué. Sur le RGA, alors c'est un petit peu plus facile parce que c'est en français, donc pour nous c'est plus simple. Mais ça reste également un contenu très conséquent parce qu'on a pas moins de 108 critères, 256 tests. Donc déjà, il faut tous les lire. Pour ces critères et ces tests, on a des renvois à des notes techniques, à des renvois à un glossaire, et il y a aussi une méthodologie de test. Et donc, dans toutes ces sections du RGA, il y a des informations pour comprendre comment fonctionnent les critères. Donc forcément, avec des termes beaucoup techniques, donc, on peut avoir tendance à se décourager et avoir l'impression de se retrouver vraiment face à une montagne. Voilà, c'est sûr. Donc, moi je le dis, il ne faut pas se décourager, ça va bien se passer. Alors, du coup, on se lance dans une démarche d'accessibilité. En général, on commence en autodidacte, c'est le plus courant. Et donc, comme on se lance en autodidacte, on va avoir tendance à faire des bêtises. Et c'est normal, c'est parfaitement normal parce qu'on est tout seul, il n'y a pas forcément quelqu'un pour nous guider. Et donc là, l'idée pendant cette conférence, c'est qu'on voit ensemble quelles sont les erreurs les plus communes quand on commence à réfléchir à l'accessibilité et voir éventuellement comment les éviter et vous donner des ressources en fait, pour en apprendre plus. Alors, une des erreurs les plus communes qu'on a tendance à faire quand on se lance dans l'accessibilité, c'est de dire l'accessibilité ne servirait pas qu'aux personnes handicapées. Alors, en fait, quand on commence à réfléchir à l'accessibilité, on regarde comment faire de l'accessibilité, mais surtout pourquoi. Pourquoi on en fait. Et quand on cherche ça, on va commencer à tomber sur des articles qui disent qu'en fait, l'accessibilité, c'est bien, surtout que ça a plein d'autres avantages que l'accessibilité en elle-même. Plein d'avantages multiples. Parmi les avantages qui sont souvent avancés, je vais vous en déplier quelques-uns et on va voir exactement de quoi il s'agit. Donc l'accessibilité bénéficierait aux personnes valides. Alors je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Prenons un contenu web qui a des contrastes suffisants, voilà, qui respecte le ratio de contraste minimal d'accessibilité. Donc une personne malvoyante va pouvoir consulter ces contenus aisément. Et une personne valide qui consulte le contenu sur son téléphone en plein soleil, elle pourra accéder facilement aussi au contenu. Donc on se dit, c'est super, ça sert aux personnes handicapées, ça sert aux personnes valides qui regardent sur leur smartphone au soleil. OK. On a tendance aussi à dire que l'accessibilité améliorerait le référencement, que l'accessibilité et le référencement sont plutôt amis. On peut prendre l'exemple des alternatives d'images. Quand on remplit les alternatives d'images, c'est utile au lecteur d'écran et c'est aussi utile au moteur de recherche. Donc a priori, on se retrouverait.
L'accessibilité serait aussi vecteur d'innovation. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal d'innovations, comme la machine à écrire, les SMS, le courrier électronique, qui étaient initialement destinés aux personnes handicapées et qui, en fait, ont trouvé une application bien plus large dans toute la société. Enfin, on a tendance à dire que faire de l'accessibilité, ça améliore l'image d'une entreprise. Effectivement, quand on met en avant une politique d'accessibilité, d'inclusion des personnes handicapées, du coup, ça donne une bonne image de l'entreprise, ça améliore sa réputation, et donc ça attire de nouveaux clients, ça en fidélise, donc c'est un cercle vertueux. Donc tout ça, tous ces avantages-là, c'est ce qu'on appelle les bénéfices induits de l'accessibilité. Et donc, c'est les bénéfices supplémentaires qui seraient apportés par l'accessibilité. Alors, vous vous doutez bien que si j'emploie le conditionnel, c'est parce que ce n'est pas si simple que ça. Et donc, je vais faire à nouveau un petit rappel sur ce qu'est l'accessibilité. Donc, l'accessibilité numérique, ça signifie que les personnes handicapées peuvent utiliser les outils numériques, quel que soit leur handicap ou leur façon d'y accéder, sans barrière. Donc ça veut dire que les personnes handicapées, elles peuvent naviguer, comprendre, interagir avec le web et sans barrière. Donc je ne le sors pas de nulle part, c'est un droit fondamental qui est défini dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006. Donc puisqu'il s'agit d'un droit fondamental, ne pas respecter ce droit, ça revient à faire de la discrimination envers les personnes handicapées. Et promouvoir l'accessibilité avec des bénéfices induits, c'est prendre le risque de minimiser ce droit fondamental-là. Surtout qu'on met en avant des bénéfices qui ne sont pas forcément vérifiables. Donc je vais revenir sur les bénéfices que je vous ai évoqués et je vais vous montrer pourquoi ces bénéfices-là ne sont pas valables. Donc l'accessibilité bénéficierait aux personnes valides. Je vais reprendre l'exemple de mon smartphone et des contenus consultés en plein soleil. Donc pour une personne malvoyante, c'est un besoin essentiel que ces contenus-là soient suffisamment contrastés, parce que sinon, cette personne-là ne peut pas y accéder. Pour une personne valide, qui est en plein soleil avec son smartphone, si les contrastes ne sont pas suffisants, elle peut aller à l'ombre. Voilà. Et du coup, elle aura accès au contenu. Donc on a vraiment un besoin essentiel d'un côté et un confort de l'autre. Et du coup, dire que l'accessibilité bénéficie aux personnes valides, c'est reléguer au second plan les besoins essentiels des personnes handicapées et c'est recentrer le débat sur les personnes valides qui sont déjà privilégiées. Sur l'accessibilité, améliorerait le référencement. Alors c'est vrai qu'on a des règles d'accessibilité et de référencement qui se retrouvent, mais ce n'est pas toujours le cas, elles peuvent aussi se contredire. Si je reprends mon exemple des alternatives d'image, on va avoir tendance en référencement à dire de remplir toutes les alternatives d'image avec des mots-clés. En accessibilité, ce n'est pas du tout ce qu'on préconise. Il y a des images qui ne doivent pas avoir d'alternative. Elles doivent avoir des alternatives vides, notamment les images décoratives. Donc là, on a un désaccord sur accessibilité et référencement, et ce n'est pas le seul cas de figure. Sur l'accessibilité serait vecteur d'innovation, oui, des fois l'accessibilité débouche sur une innovation, mais ce n'est pas toujours le cas. Du coup, quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les cas d'usage où l'accessibilité ne débouche pas sur l'innovation sont moins valables? Non. Enfin, l'accessibilité améliorerait l'image d'une entreprise. Là encore, on met sur le même plan les besoins essentiels de certaines personnes face à l'image d'une entreprise. Est-ce que c'est plus important que l'inclusion des personnes handicapées dans la société? Non. D'autant plus qu'on peut assez facilement tomber dans ce qu'on appelle le handiwashing, donc l'équivalent du greenwashing, mais pour l'accessibilité. Et on se retrouve avec des entreprises qui promeuvent l'accessibilité alors qu'elles n'en font pas vraiment et qui espèrent juste un retour économique en faisant cette promotion.
Donc, ce qu'il faudrait retenir sur cette erreur-là, c'est que promouvoir l'accessibilité en mettant en avant ses prétendus bénéfices induits, eh bien, ça conduit à invisibiliser les personnes handicapées et leurs besoins réels. Et j'ai fait ma propre autocritique sur ce sujet, puisque quand moi-même j'ai commencé à apprendre l'accessibilité, j'ai tenu un blog où j'ai écrit des articles. Et j'ai relu récemment ce blog pour préparer cette conférence. Et il se trouve que sur mon article « Qu'est-ce que l'accessibilité numérique ?», j'ai mis en avant ces fameux bénéfices induits. Voilà, je parle du SEO, je parle de l'utilité pour les personnes valides. Et ce qui est drôle, mais je le dis de manière ironique, c'est que je n'ai pas une seule fois écrit le mot « personne handicapée ». Donc, dans un article qui définit ce que c'est que l'accessibilité numérique, c'est quand même très gênant. Voilà, donc, erreur que j'ai moi-même commise. Donc, sur ce sujet-là de la manière de promouvoir l'accessibilité, je vous recommande la lecture d'un article en particulier, « Accessibilité numérique, améliorons nos arguments » par Access42, qui développe certains exemples que j'ai repris ici, qui en donne d'autres, et qui est vraiment très complet sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à aller le lire. Autre erreur qu'on a tendance à faire quand on débute, et c'est normal, c'est qu'on comprend mal certaines règles. Forcément, quand on débute sur le sujet, il n'est pas évident de toujours comprendre ce qui est recommandé. Typiquement, sur les alternatives d'images, dans les articles que j'ai pris sur la recherche Google que je vous ai montré tout au début, il y avait donc la recommandation ajouter des alternatives textuelles à vos images. Et donc, on pourrait avoir tendance à se dire, bon, je mets des alternatives d'images à toutes mes images. Sauf que, comme vous vous en doutez, c'est plus compliqué que ça. On a, en fait, en accessibilité et dans beaucoup de règles, en fait, ça dépend. C'est-à-dire, on n'a pas une réponse unique de oui, il faut faire ça ou il faut faire ça. En fait, là, en l'occurrence, ça va dépendre de l'image, de sa nature et de son contexte. Alors, pourquoi je dis ça? Je vous ai mis en lien l'arbre de décision du W3C. Donc, le W3C, c'est le World Wide Web Consortium. Et donc, c'est un arbre de décision qui vous pose des questions pour que vous puissiez définir si votre image a besoin d'une alternative ou non. Et donc, ça ressemble à ça. Alors, vous voyez, on a en fait des questions qui sont posées avec plein de cas de figure. Est-ce que l'image contient du texte? Est-ce que ce texte est présent en dehors de l'image? Est-ce que l'image est un lien? Est-ce que l'image est un bouton? Est-ce qu'elle contribue à donner du sens à la page? Est-ce que c'est une image décorative? Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de cas d'usage. Et il est précisé dans cet arbre que tous les cas d'usage ne sont pas couverts. Donc, c'est vraiment plus compliqué que ajouter des alternatives textuelles à vos images. Donc moi, s'il y a une chose sur cette règle typiquement que vous pouvez retenir, et que j'ai déjà dit, mais je vais le redire, c'est que pour les images purement décoratives, en tout cas, elles doivent toutes avoir un attribut alt vide, donc avoir une alternative textuelle vide. Voilà. Ça, ce serait le point principal à retenir. Autre point qui est souvent mal compris, ce sont les corrections des outils de test automatiques. Donc on a les articles dont je vous parlais tout à l'heure qui préconisent de tester les sites avec des outils de test automatiques. Alors, pour rappel, ces outils de test automatiques, ils ne testent environ que 20 à 30% des critères d'accessibilité. Donc si vous faites des tests automatiques et que vous utilisez des outils qui vont vous donner un score, comme Lighthouse par exemple, ça vous donne un score sur au maximum un tiers des critères d'accessibilité qui sont présents dans le RGAA. Donc il faut être très prudent avec ces résultats-là. Et donc en général, sur les erreurs qui sont remontées par ces outils de test, parfois c'est quand même compliqué de comprendre de quoi il s'agit. Donc je vais vous montrer un petit exemple sur la page d'accueil du Monde. Hop. Et donc moi je vais tester cette page. J'ai vu la conférence RGPD. Voilà. Ah oui, alors par contre, en fait,
je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que ce n'est pas mon ordinateur. C'est un ordinateur qu'on m'a prêté parce que ça ne marchait pas pour le renvoi d'images. Donc, je ne vais pas pouvoir vous faire le test en direct. Mais du coup, l'idée, c'était de tester avec Axe DevTools, qui est un outil de test automatique que moi, j'utilise au quotidien dans mon métier. Et on a une erreur qui est remontée sur la page du Monde. L'erreur en question, c'est les liens doivent avoir un texte perceptible. Eh bien, ce n'est pas forcément évident à comprendre. Les liens doivent avoir un texte perceptible quand on n'est pas familier du sujet. En l'occurrence, cette erreur-là, elle remonte sur une image en particulier. Alors, je vais voir si je peux vous la retrouver. Oui. Hop. Elle remonte sur cette image-là, qui est une image lien. Donc, on a une balise A. À l'intérieur, on a une balise image. Et il se trouve que cette image, elle a un attribut alt vide. Et le problème, c'est qu'un lien, on doit savoir quelle est sa fonction, quelle est sa destination. Donc, il doit avoir un intitulé. Et là, en l'occurrence, l'intitulé, il est donné par l'alternative de l'image. Et l'alternative est vide. Donc, quand vous avez une erreur qui remonte en vous disant « les liens doivent avoir un texte perceptible », là, il faut comprendre qu'il faut remplir l'alternative textuelle de l'image comprise dans le lien. Donc, ça demande quand même un petit peu de connaissance pour vraiment bien comprendre l'erreur et pouvoir la corriger. Autre erreur qu'on a tendance à faire quand on débute, c'est qu'on fait pire que mieux. Alors, je m'explique. J'ai repris une question qui avait été posée sur Twitter par John Avila, un professionnel de l'accessibilité. Et donc, la question en question était « Quelles sont les pires choses que les gens font pour essayer de rendre quelque chose accessible et qui aggrave la situation ?» Donc, il a posé cette question, il a eu un certain nombre de réponses. Et moi, j'en ai sélectionné quelques-unes qu'on va détailler ensemble. Alors, une des réponses qui a été donnée, c'est ajouter le mot icon à toutes les icônes du site. Donc là, typiquement, on est dans un cas de figure où une personne qui utilise un lecteur d'écran va donc lire la page et à chaque fois qu'elle va tomber sur une icône, le lecteur d'écran va restituer icône. Donc, s'il y a beaucoup d'icônes, c'est quand même très lourd. Et ensuite, ce n'est pas du tout pertinent comme information. S'il s'agit d'icônes décoratives, on ne met rien, il n'y a pas d'alternative à donner. Et si c'est une icône qui a du sens, ben dans ce cas, il faut être plus précis que icône. Mettre un tab index 0 sur tous les éléments de la page. Alors, le tab index, c'est un attribut qui permet d'indiquer si un élément doit recevoir le focus ou non. Le focus, c'est ce petit liseré, en général, qui apparaît quand vous naviguez au clavier et qui indique sur quel élément vous vous positionnez. Et donc, mettre un tab index 0 sur tous les éléments de la page, ça veut dire qu'en naviguant au clavier, on va s'arrêter sur chaque élément de la page, même ceux où il n'y a pas d'interaction possible. Donc là, on a clairement une navigation impossible sur le site. Ajouter un attribut ARIA hidden true sur la balise body. Alors, on va s'arrêter un petit peu plus longtemps sur celui-là parce que ARIA, c'est vraiment symptomatique de ce pire que mieux. Pourquoi? Alors, pour les personnes qui sont moins familières du dev et qui ne connaissent pas ARIA, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, en fait, ARIA, c'est une spécification qui a été développée par le W3C en 2013. Et en fait, ça a répondu à une problématique où, à l'époque, on avait des fonctionnalités de plus en plus poussées, de plus en plus complexes qui étaient développées. Et le HTML n'était pas suffisant pour rendre ces composants-là accessibles. Donc, par composants complexes, j'entends carousel, date picker, donc les sélecteurs de date. Et donc, cette spécification, elle met à disposition des attributs qui permettent de rendre les éléments accessibles. En général, ce qu'on connaît bien, c'est les rôles ARIA, ceux qu'on utilise sur une page de base, une page web. Par exemple, le rôle banner sur l'entête du site, le rôle navigation sur la navigation. Et donc, le souci, en fait, avec ARIA, c'est que c'est souvent très mal utilisé. Alors, des fois, c'est utilisé alors qu'il n'y en a pas du tout besoin.
et des fois il y en a besoin, et c'est mal utilisé. Donc là, il y a clairement un manque de connaissances sur le sujet. Et le problème, c'est que quand on utilise mal ARIA, eh ben, ça fait plus de mal que de bien. On peut rendre la consultation d'un site encore plus inaccessible que si on n'avait rien fait. Donc ARIA, c'est vraiment quelque chose à manipuler avec précaution. Typiquement, si je reprends mon exemple du ARIA Hidden True sur la balise body, la balise body, pour les néophytes, c'est la balise qui contient tout le contenu de votre site, globalement. Et donc, si vous mettez un attribut ARIA Hidden True dessus, pour vous qui n'utilisez pas un lecteur d'écran, qui consultez un site comme moi je peux le faire avec mon ordinateur, ça ne changera rien. Mais pour une personne qui utilise un lecteur d'écran, eh ben, elle n'aura tout simplement aucun accès au site. C'est-à-dire le contenu total du site sera caché. Donc là, c'est quand même très gênant. Donc c'est pourquoi l'une des règles fondamentales d'ARIA, c'est « No ARIA is better than bad ARIA ». Donc pas d'ARIA, c'est mieux que du mauvais ARIA. Donc surtout, si vous ne connaissez pas ARIA, ne l'utilisez pas. Il y a des règles à respecter. Quand on a un élément HTML pour faire ce qu'on veut faire, on l'utilise. Donc si vous voulez faire un bouton, on met un élément HTML button et on ne met pas une div avec un rôle button. Non, ça on ne fait pas. Et si vous devez utiliser des attributs ARIA, eh ben, il faut tester. Il faut tester la compatibilité avec les technologies d'assistance pour s'assurer que le rendu est correct. Voilà, donc ça c'est le point important sur ARIA. Enfin, dernière erreur qu'on peut avoir tendance à faire, c'est que on peut vite se dire, bon, ça a quand même l'air très compliqué de rendre mon site accessible. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire ça plus rapidement avec un petit coup de baguette magique, en un clic, je rends mon site accessible? Et là, en général, quand on se pose ce genre de questions, on finit par tomber sur les outils de surcouche d'accessibilité. Alors, qu'est-ce que c'est les outils de surcouche? Eh bien, ce sont des modules qui proposent des paramètres de personnalisation sur le site, donc des boutons qui vont permettre d'augmenter les contrastes ou d'augmenter la police du site. Et on a même certains de ces outils qui vont jusqu'à dire votre site, en installant ce module, va pouvoir être conforme au RGA et au WCAG. Donc ça vend plutôt du rêve. En l'occurrence, ces outils, dans certaines situations, ils peuvent effectivement améliorer la consultation de certains sites. Ils peuvent aussi respecter certains critères d'accessibilité, typiquement sur les contrastes, mais en aucun cas, ils ne rendront un site totalement conforme. Ça, c'est impossible. Il faut forcément mettre les mains dans le code à un moment, ou dans la maquette, ou dans les contenus. Voilà. Donc, ne rajoutez pas un outil de surcouche si vous avez dans l'idée d'avoir un site totalement conforme. On a même des cas de figure où le déploiement de ces modules a ajouté de nouveaux problèmes d'accessibilité. Parce que ces modules-là, il faut eux-mêmes qu'ils soient accessibles pour être mis sur un site. Donc, des fois, l'ajout de ce type de module, ça peut casser la navigation au clavier. Voilà. Sur ce sujet-là en particulier, je vous recommande de lire l'article de Julie Moina, « Les outils de surcouche d'accessibilité web, mensonges et boules de gomme », qui vous donne un panorama un petit peu de ces outils, de à quoi ils servent et quelles sont leurs limites. Donc, si vous êtes amené à réfléchir à ce genre d'outils, eh bien, allez consulter cet article, il est vraiment très instructif. Alors, là, on a vu les erreurs qu'on commet quand on avance en autodidacte. Donc, c'est des erreurs que vous allez faire, c'est normal, ça fait partie du parcours. Mais à un moment, eh ben, le fait d'être en autodidacte va avoir ses limites. Et donc, il va falloir continuer, mais cette fois en vous formant et en vous entourant de spécialistes qui s'y connaissent vraiment sur le sujet. Alors, la première chose à savoir, si vous vous formez, c'est que tous les métiers du web sont concernés par l'accessibilité numérique. Alors, je le dis parce qu'en fait, on a souvent tendance à se dire
que ce sont les développeurs et les développeuses qui gèrent le plus l'accessibilité numérique et c'est sur eux qu'elle repose. En fait, non. Ce n'est pas du tout le cas. Tous les métiers de la chaîne de production d'un site sont concernés par l'accessibilité. Et donc, il va falloir former toutes ces personnes-là. Donc, ce qui peut être intéressant, si vous êtes dans une entreprise, c'est de proposer une formation générale de sensibilisation à l'accessibilité pour toutes les personnes de l'entreprise. Et donc, j'inclus aussi la direction, ce n'est pas que des salariés. Il faut que tout le monde puisse être embarqué dans l'accessibilité. Et donc, cette formation, elle va permettre de savoir ce qu'est l'accessibilité, à qui, à quoi elle sert, quelles sont les obligations légales. Donc, en fait, vraiment d'avoir les bases et de connaître les enjeux de l'accessibilité. Et ensuite, pour chaque métier, là, il faut proposer une formation spécialisée. Ça ne sert à rien de faire une formation design accessible à un contributeur, par exemple. Pour les contributeurs et les contributrices, il faut une formation sur la contribution de contenu accessible. Donc là, l'idée, c'est vraiment que chaque métier se focalise sur l'accessibilité dans son domaine. Donc, je vais vous montrer un petit peu par métier ce que ça peut donner. Donc, typiquement, pour les chefs de projet, se former à l'accessibilité, ça va permettre quoi? Déjà, de s'assurer que l'accessibilité est prise en compte à toutes les étapes du projet. Donc, au tout début, de la rédaction du cahier des charges à la maintenance du site. Donc voilà, les chefs de projet doivent être formés. Ça va leur permettre aussi de s'assurer que les équipes qui travaillent sur le projet ont les compétences nécessaires, que s'il y a besoin d'un prestataire pour faire le site, pareil, qu'il a des compétences. Donc les chefs et chefs de projet doivent être formés. Pour les designeuses et les designers, alors là, il s'agit de mettre en œuvre les règles d'accessibilité qui sont en lien avec le design. Donc on a souvent tendance à résumer un petit peu ça par des contrastes de couleurs suffisants, mais il n'y a pas que l'aspect graphique, il y a aussi sur le plan fonctionnel. Par exemple, s'assurer d'avoir une navigation accessible, ça veut dire proposer des liens d'accès rapide au contenu principal du site. Ça veut dire proposer une navigation, proposer 2 modes de navigation, un menu et un plan du site, par exemple. Donc tout ça, ça doit être prévu dans les maquettes. Prévoir des styles pour le focus sur les liens. Donc tout ça, c'est des choses qui vont pouvoir être vues dans une formation sur le design accessible. Pour les développeurs et pour les développeuses, donc là, effectivement, il s'agit de savoir implémenter techniquement l'accessibilité. Donc on va beaucoup parler de sémantique HTML, on va parler aussi de JavaScript, d'ARIA, comment faire des formulaires accessibles. Donc tout ça sera vu dans cette formation. Pour les testeuses et les testeurs, dans un premier temps, on va apprendre à utiliser les outils de test automatisés. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça nécessite quand même de savoir comment ça fonctionne et quelles sont les erreurs qui sont remontées, de bien les comprendre. Et aussi, on va apprendre à faire des tests manuels. Parce qu'encore une fois, les tests automatisés, ils sont loin de remonter toutes les erreurs d'accessibilité qu'on peut rencontrer. Et du coup, des tests manuels, ça va vraiment permettre de lever des problèmes bloquants. Par exemple, tester que la navigation au clavier fonctionne, qu'il n'y a pas de piège qui fait qu'on se retrouve coincé en naviguant au clavier sur le site. Pour les contributeurs et les contributrices, là aussi, il y a beaucoup de choses à voir pour l'accessibilité. Parce qu'une fois qu'on a un site accessible, il faut que les contenus le soient également. Et donc, il va s'agir de savoir structurer son contenu avec des titres, avec des listes, avec des citations, savoir remplir correctement des alternatives d'images, parce que comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de cas de figure différents à gérer, savoir faire des liens avec des intitulés explicites. Et il y a d'autres types de contenus qui sont contribués sur les sites internet. On a des vidéos. Là, pareil, il faut que les vidéos soient accessibles. Donc, ça veut dire ajouter des sous-titres, ajouter une transcription textuelle. Si on ajoute des documents bureautiques, si on ajoute un document Word, par exemple, disponible au téléchargement,
et ben, ce document-là, il doit aussi respecter certaines règles, parce que sinon, les personnes avec un lecteur d'écran, par exemple, ne pourront pas le consulter. Outre la formation par métier, ce qui est très important, c'est de se faire accompagner dès le début du projet par des experts et des expertes, c'est-à-dire des spécialistes de l'accessibilité qui vont répondre aux questions que vous vous posez et qui vont vous conseiller sur la direction à prendre. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ces spécialistes, ils vont vous accompagner dans la mise en œuvre de l'accessibilité au sein de l'entreprise. Donc par exemple, en proposant des formations à suivre, en expliquant comment mettre en place un schéma pluriannuel d'accessibilité. Ces spécialistes vont aussi s'assurer de la prise en compte de l'accessibilité dès la jeunesse du projet. Donc là, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, mais donc dès la rédaction des user stories, dès la rédaction du cahier des charges, pourquoi pas aussi, si vous êtes dans ce cas de figure, intégrer l'accessibilité dans un appel d'offres pour que les prestataires aient bien conscience que c'est un élément essentiel du projet. Ces spécialistes vont accompagner les équipes au quotidien et ils vont répondre aux questions d'accessibilité. Donc voilà, quand il y aura des interrogations, des choses qui ne sont pas comprises, ces spécialistes vont pouvoir lever des problèmes. Et bien sûr, ces spécialistes vont auditer le travail effectué au fur et à mesure que le projet avance. Donc là, ce qui est vraiment bien, par exemple, c'est de donner un accès à ce spécialiste, à votre système de gestion de tickets. Et comme ça, il ou elle pourra créer des tickets, faire le suivi et les attribuer aux équipes en charge de la correction. Et on en sera sur quelque chose de beaucoup plus facile à prioriser et à comprendre que, par exemple, une grille Excel. Voilà. Et enfin, ces spécialistes vont bien sûr rédiger la déclaration d'accessibilité qui doit aller sur votre site et rédiger les pages d'aide à l'accessibilité. Sur ce sujet, là aussi, je vous recommande un article qui est vraiment très bien. En gestion de projet, on ne laisse pas l'accessibilité dans un coin, par Laetitia Sahuet. Et contrairement à ce que son titre indique, donc oui, ça parle de gestion de projet et d'accessibilité, mais c'est aussi un vrai retour d'expérience sur comment l'accessibilité a été intégrée dans une entreprise, et notamment au sein des différents métiers. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le lire. Alors, pour conclure sur cette conférence, donc oui, l'apprentissage de l'accessibilité, c'est un processus qui est long, sur lequel vous allez faire des erreurs. Mais la formation en autodidacte, c'est un premier palier à faire. C'est normal de faire des erreurs. Et après, puisque ça a ses limites, l'intérêt, c'est vraiment de vous faire accompagner par des spécialistes, de vous former pour savoir si ce que vous faites, c'est bien ou non. Et la bonne nouvelle dans tout ça, parce qu'il y en a quand même une, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez vous améliorer sur chaque projet. Donc ça va aller de mieux en mieux. Je vais finir avec d'abord quelques derniers conseils. Donc, cherchez les sources, surtout, et donnez-les. Donc, les sources officielles de l'accessibilité, c'est WCAG, c'est ARIA, c'est le RGAA. Mais ça peut aussi être des articles de blog écrits par des experts, à condition qu'ils soient bien sourcés. Voilà, donc c'est là que vous devez chercher votre matière première et demander, si vous ne la comprenez pas, essayez de voir si vous pouvez trouver des informations auprès d'autres personnes. Très important aussi, il faut vous renseigner sur les handicaps, sur les impacts en cas de non-accessibilité. Parce qu'on ne peut pas se contenter d'appliquer des critères d'accessibilité si on ne comprend pas pourquoi on les fait. Donc il faut savoir pourquoi vous mettez des alternatives à une image, pourquoi vous renforcez des contrastes. Le problème, du coup, c'est que le RGA, il ne propose pas une lecture de ce type. Par contre, ce que vous pouvez aller voir, c'est le guide des impacts basé sur le RGA 3. Donc actuellement, on est au RGA 4.1. Donc ce guide-là, il est obsolète, il n'est pas tout à fait complet, mais il y a une vraie base qui est vraiment intéressante à lire. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et dans les WCAG, sur chaque fiche critère, il y a un chapitre qui s'appelle Benefits et qui se présente sous forme d'une liste assez courte et qui explique à qui bénéficie ce critère.
Donc tout à l'heure, je vous disais que les WCAG, c'était un document qui n'était pas forcément évident à appréhender, mais du coup, s'il y a vraiment une chose à lire dedans, c'est donc l'intitulé du critère et cette partie benefits. Documentez votre code, documentez les spécifications, tout ce que vous pouvez documenter. Ça, c'est hyper important parce que quand vous mettez en place des choses pour l'accessibilité, il faut que vous puissiez savoir pourquoi vous l'avez fait. Si vous revenez dessus plus tard et que vous ne vous souvenez pas, ça va être problématique. Donc, documentez tout ce que vous pouvez. N'ayez pas peur de dire « je ne sais pas ». C'est normal, même si vous avez reçu une formation, même si ça fait plusieurs années que vous évoluez dans ce sujet-là, on ne sait pas. Des fois, ça arrive. Moi, ça m'arrive aussi. Donc voilà, n'ayez pas peur de le dire. Et surtout, échangez avec d'autres personnes, avec des collègues qui ont suivi une formation sur l'accessibilité, avec d'autres professionnels sur les réseaux sociaux, sur des listes de diffusion. Et si possible, l'idéal, c'est d'avoir un ou une mentor expérimentée qui peut en fait vous faire monter en compétences et vous aider sur ce sujet-là. Je vous donne également quelques ressources utiles si vous vous lancez dans ce sujet. Le lien vers la liste de diffusion du RGA. Donc, c'est une liste en fait où les professionnels de l'accessibilité, mais pas que, posent en fait leurs questions sur l'accessibilité. Donc, si vous avez des interrogations, vous voulez une réponse précise sur un sujet, c'est là qu'il faut aller. C'est très riche et il y a des gens qui répondent très souvent. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas de questions, c'est quand même intéressant d'être abonné parce que du coup, vous allez voir passer des questions qui vont peut-être répondre à vos propres interrogations. Si vous êtes sur Twitter, je vous recommande de suivre les hashtags A11Y, accessibilité, RGA et WCAG pour être au courant en fait, des dernières nouvelles et des évolutions dans le monde de l'accessibilité au web. Et je vous recommande également différents guides d'apprentissage de l'accessibilité qui sont des guides en français, qui sont vulgarisés, donc qui peuvent être plus simples à appréhender que la documentation officielle dans un premier temps. Donc Orange propose des guides sur le web accessible, sur les applications mobiles. La DINSIC DINUM a proposé différents guides également, comme celui que je vous ai donné sur le guide des impacts. Donc effectivement, il faut faire attention encore une fois parce que c'est sur le RGA 3, donc il y a des informations obsolètes. Mais il y a des guides vraiment très intéressants sur le guide du contributeur, le guide de l'intégrateur, le guide développeur. Donc c'est vraiment bien à lire. Les notices accès de web aussi sont très bien faites, claires et synthétiques, et elles vous permettent de mettre en action vraiment rapidement des points d'accessibilité. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et du coup, pour information, tous ces guides que je cite, ils peuvent être trouvés sur le wiki de Julie Moina, sur sa page guide d'apprentissage de l'accessibilité. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Il y a d'autres guides également, et donc ça peut être vraiment une bonne base pour démarrer. Voilà, du coup, moi j'en ai fini pour cette conférence. J'espère que c'était clair. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant ou plus tard, il n'y a pas de souci, je suis disponible pour discuter. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro à passer quelque part. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Moi, c'est par rapport à un contexte projet, c'est-à-dire que souvent, on entend nos product managers, nos product owners, qu'il faut délivrer de la qualité et du coup des fonctionnalités, mais souvent, il y a des développeurs qui ont envie de repasser sur des éléments parce qu'on sait que l'accessibilité n'est pas là et on ne trouve pas forcément les mots pour leur faire comprendre l'importance de l'accessibilité en soi, parce qu'on laisse des gens de côté, comme vous dites, et je ne sais pas trop comment les pousser en fait à comprendre le principe, un peu comme avec la RGPD en soi. Des fois c'est compliqué.
Je ne sais pas si vous avez des idées ou vous déjà eu des sujets comme ça dans des projets et des leviers en gros. Donc sur trouver des arguments finalement pour prendre en compte l'accessibilité, bah, ça c'est vraiment le cœur du problème, effectivement. Moi, ma recommandation, c'est il faut suivre des formations, je pense. Un des soucis, c'est effectivement d'ailleurs que dans toutes nos formations, en tout cas en dev, on n'a rien sur ça. Donc il y a vraiment un manque de ce côté-là. Et effectivement, le problème, quand vous êtes dans une équipe où vous êtes la seule personne à porter ce sujet de l'accessibilité, vous allez forcément vous retrouver coincé à un moment. Donc il faut arriver à embarquer le plus de monde possible. Et effectivement, malheureusement, moi, je n'ai pas de formule magique sur le sujet, à part peut-être se renseigner aussi sur les différents handicaps et donner des exemples concrets, en fait, de cas où des personnes vont se retrouver bloquées quand elles consultent un site ou une application. Voilà, parce qu'on a souvent tendance à se dire, bon, les personnes handicapées, elles ne vont pas sur mon site. Oui, elles n'y vont pas parce que ce n'est pas accessible, effectivement. Donc voilà, présenter des exemples. Mais malheureusement, il n'y a pas de méthode magique. Et moi-même, je me suis déjà retrouvée confrontée à ça. Et des fois, j'ai juste pas réussi. Voilà, ça arrive. Bonjour. Moi j'ai une question. En conclusion, vous disiez qu'il fallait s'intéresser aux raisons de pourquoi on fait l'accessibilité. Et dans tous les exemples qui ont été cités, j'ai l'impression que c'est seulement pour les malvoyants. Et j'ai un peu de mal à visualiser quels sont les autres handicaps qui nécessitent des accessibilités, des éléments d'accessibilité et comment y répondre. Et aussi j'ai une autre question, c'est à quelle vitesse évolue le RGAA pour savoir le temps de maintenance que ça prendrait sur un projet. Alors, effectivement, quand on parle d'accessibilité web, le premier exemple qui vient en tête, c'est les personnes malvoyantes ou aveugles, c'est le plus parlant. Mais donc oui, il y a d'autres handicaps qui sont concernés. Les personnes sourdes ou malentendantes pour consulter des contenus audio ou vidéo, par exemple sur des podcasts ou sur YouTube, des vidéos. Des personnes qui ont des troubles moteurs, qui ne peuvent pas utiliser leur souris pour naviguer sur Internet, donc qui vont utiliser leur clavier ou alors des pointeurs. On a également des personnes avec des troubles cognitifs qui vont avoir besoin, par exemple, pas d'animation en boucle sur une page qu'on ne peut pas arrêter, pas de vidéo qui se lance, pareil, si on ne peut pas l'arrêter. Parce que pour les personnes qui ont des troubles de l'attention, c'est extrêmement difficile de se concentrer. Donc on a vraiment une grande variété de personnes qui sont concernées par l'accessibilité web. Et pour répondre à la question sur le RGAA, actuellement, on est en version 4.1. En fait, le RGAA, il est basé sur les WCAG. Donc on suit l'évolution des WCAG. Actuellement, on est sur les WCAG 2.1. Les WCAG 2.2 ne vont pas tarder à sortir. Donc, on s'attend à une mise à jour des WCAG cette année. Donc, pour le RGAA, plutôt l'année prochaine, voire après, parce que ça met quand même un petit peu de temps à intégrer les modifications des WCAG. Donc, ce n'est pas quelque chose qui évolue tous les jours. Vraiment, on est quand même sur des versions relativement stables. Je crois que le RGA 4... Je ne dirais pas de bêtises, mais ça fait plusieurs années là qu'il est en vigueur. Et juste avant ça, on était effectivement sur le RGA 3. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, oui. Bonjour, merci pour la conférence. Moi, j'avais deux questions. La première, est-ce que l'approche est pareille sur site web ou sur mobile, du coup, sur application mobile? Et ma deuxième question, est-ce que vous avez un recul sur, par exemple, le coût supplémentaire quand on fait, on va dire, de l'accessibilité sur les projets? Je parle de coûts financiers. Après, une troisième question, c'est au niveau du RGA, pourquoi justement ça change? Il y a des choses qui changent ou c'est des nouvelles règles qui veulent se rajouter en plus pour mieux améliorer
l'accessibilité. Merci. D'accord. Alors, sur la première question, sur les contenus web et les applications mobiles, alors moi, pour le coup, j'ai pas encore eu l'occasion de travailler sur l'accessibilité d'applications, mais effectivement, il y a des critères qui se regroupent entre le web et le mobile. Typiquement sur les contrastes, on va avoir des choses très similaires. Il y a des choses en plus sur les applications, mais bon, dans le détail, je ne les connais vraiment pas très bien. Il existe toutefois un référentiel un peu similaire au RGAA, mais pour les applications mobiles. Je crois qu'il a été édité par le Luxembourg. Et une société d'accessibilité Access 42. Donc c'est un peu similaire au RGA et ça peut donner des pistes pour rendre une application mobile accessible. Sur les autres questions, je me souviens plus. C'était quoi la deuxième? C'était sur les coûts du projet. Est-ce que un ABAC de coût de projet, par exemple, peut se dire c'est plus de 20% ou c'est quelque chose qu'il faut prévoir en plus du coup pour être accessible, on va dire 100%. Alors, en fait, c'est impossible de dire avec précision quels sont les coûts supplémentaires d'une mise en conformité. La seule chose dont on est sûr, c'est que plus c'est pris tôt dans le projet, moins ça coûte cher. Parce que quand on se retrouve à arriver à la fin de la production d'un site et qu'on dit en fait, votre charte graphique n'est pas accessible, là, on se retrouve avec un énorme problème, parce qu'il faut changer les couleurs. Donc, ce qui est certain, c'est que plus c'est pris tôt, moins c'est cher. Et il y a aussi forcément un coût de formation au début, un coût de formation des équipes. Mais pareil, là, on va pouvoir capitaliser et sur les prochains projets, ça ira de mieux en mieux. Voilà. Et la troisième question, c'était sur pourquoi les mises à jour sur l'accessibilité, on va dire sur le référentiel, c'est quoi qui change exactement dans les référentiels? Alors, donc effectivement, le RGA, il suit les modifications de WCAG et typiquement la dernière version, la dernière mise à jour des WCAG, elle a été faite pour intégrer beaucoup plus les troubles cognitifs qui avaient été un petit peu, pas oubliés, mais il n'y en avait pas beaucoup qui avaient été pris en compte dans la première version. Donc cette deuxième version-là prenait vraiment plus en compte les troubles cognitifs et puis les nouveaux usages du web, parce qu'on a eu beaucoup plus d'usages liés à l'utilisation des smartphones avec du tactile. Donc pareil, là, il a fallu intégrer ces modifications-là et donc le RGA les a intégrées également. Voilà. Merci. Je vous en prie. Si c'est tout bon, parfait. Merci beaucoup et bonne suite pour la conférence.